Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire suite. Respect envers la logique telle qu'elle était faite, universalité de la méthode nouvelle, Descartes remplit admirablement ces deux conditions du réforme de la logique. D'abord, il aurait fort peu convenu à la noblesse et à la fierté de son âme de s'abaisser comme l'avait fait Bacon, peut-être avec une sorte de joie, à l'injure et au dénigrement. Tout novateur qu'il était, bien que venant en son propre nom, si jamais personne n'y vint, Descartes n'a point eu un seul mot blessant pour l'Antiquité. Il n'a qu'une seule fois cité Aristote, comme il le remarque lui-même dans une de ses lettres, et c'était pour abriter l'audace de ses théories cosmologiques sous l'autorité de ce grand nom. Principe, 4e partie, paragraphe 204. Ensuite, une vie tout entière consacrée à la méditation, loin de tous les intérêts, de toutes les passions qui distraient ou dégradent l'âme, devait révéler à Descartes bien des secrets que Bacon n'avait pu connaître. La méthode, issue de cette sincère analyse de soi, et qui n'était que le tableau du travail intérieur de cette intelligence aussi honnête qu'elle était puissante, devait être la vraie méthode. Ou, si le but cette fois encore était manqué, il aurait presque fallu désespérer de jamais l'atteindre. Descartes n'a pas suivi à 2000 ans de distance une autre voie que celle de Socrate. Il a pratiqué, comme le sage d'Athènes, la fameuse et inépuisable maxime « connais-toi toi-même » et son enthousiasme pour la science, admirable, dont il croit avoir trouvé les fondements, pendant qu'il campe en soldat sur les bords du Danube, rappelle assez bien les extases de Socrate durant le siège de Potidée. Mais Descartes a développé le germe socratique jusqu'à en faire une méthode qui put servir non seulement à chercher la vérité dans les sciences, mais encore à bien conduire sa raison. C'est la méthode générale que demandait l'esprit humain et que la scolastique avait cru trouver dans l'organon, où cependant elle n'était pas. Descartes juge avec une parfaite justesse et le véritable usage du syllogisme et les vaines prétentions de l'école. Les syllogismes et la plupart des autres instructions de la logique servent plutôt, selon lui, à expliquer à autrui les choses qu'on sait qu'à les apprendre soi-même. Mais sous prétexte que la dialectique vulgaire, complètement inutile à celui qui veut découvrir la vérité, peut servir seulement à exposer plus facilement aux autres les vérités déjà connues, Descartes va peut-être trop loin en voulant la renvoyer de la philosophie à la rhétorique. Il ne prétend pas d'ailleurs condamner l'usage des syllogismes probables, arme excellente pour les combats de la dialectique, qui exercent l'esprit des jeunes gens et éveillent en eux l'activité et l'émulation. Et comme si c'était même à ces exercices qu'il dut une partie de son propre génie, il ne craint pas de dire dans sa reconnaissance « Et nous aussi, nous nous félicitons d'avoir reçu autrefois l'éducation de l'école. » Mais comme lui-même il ne s'y est pas tenu, il ne conseille à personne de s'y tenir. Bien qu'elle renferme beaucoup de préceptes très vrais et très bons, dit-il. Il omet donc de parler des règles des dialecticiens qui croient diriger la raison humaine en lui prescrivant certaines formules de raisonnement. La vérité échappe souvent à ces liens, et ceux qui s'en servent y restent enveloppés. C'est ce qui n'arrive pas si souvent à ceux qui n'en font pas usage, et notre expérience, dit-il, nous a démontré que les sophismes les plus subtils ne trompent que les sophistes, et presque jamais ceux qui se servent de leur seule raison. Aussi ajoute-t-il dans la crainte que la vérité ne nous abandonne, nous rejetons toutes ces formules comme contraires à notre but. C'est que, suivant Descartes, pour trouver les vérités les plus difficiles, il n'est besoin, pourvu que nous soyons bien conduits, que du sens commun, comme on dit vulgairement. La restriction que fait ici Descartes est considérable, car elle ne contient pas moins que toute sa méthode. Mais il niait si peu la possibilité de la science qu'il n'hésitait point à dire « Il n'est aucune question plus importante que celle de savoir ce que c'est que la connaissance humaine et jusqu'où elle s'étend. » Il ne détruisait donc pas le syllogisme, comme Bacon avait prétendu le faire.
il en restreignait seulement l'application dans de justes limites, et plus tard, ses disciples de Port-Royal eurent le soin d'en faire revivre toutes les règles en les présentant sous une forme vulgaire et dans un excellent ouvrage qui aurait préservé les études logiques de la décadence si des causes beaucoup plus puissantes ne fussent venues les y précipiter avec tant d'autres souvenirs du Moyen-Âge. Voilà donc quelle était l'œuvre que Descartes devait accomplir, laisser de côté le syllogisme qui peut servir à exposer les vérités découvertes, qui est une portion très grave sans doute de la connaissance humaine, mais qui est impuissant à faire découvrir la vérité. En second lieu, chercher la vraie méthode sans s'épuiser dans une polémique tout au moins inutile, si ce n'est dangereuse, contre les théories antérieures. Cette méthode, tout le monde la connaît. Pour arriver au vrai, pour se former des croyances, se faire des principes nouveaux ou juger des principes reçus, l'esprit ne doit en appeler qu'à lui seul. Il n'y a point d'autre autorité que la sienne. Elle domine et dirige toutes les autres. Bien interrogée, elle suffit à tout. L'homme porte en lui-même un critérium universel de vérité. Ce critérium, c'est la pleine évidence avec laquelle apparaissent à sa pensée certains principes, et parmi ces principes, Descartes s'attache au plus évident de tous et au plus profond, à l'affirmation de la pensée par la pensée même. L'évidence dont est accompagnée cette affirmation première est si vive que Descartes n'hésite pas à en tirer, comme une sorte de conclusion, la notion de sa propre existence. Je pense donc je suis, et la première application est l'inébranlable fondement de la méthode nouvelle. C'est le premier principe de la philosophie qu'il cherchait. Cela ne veut pas dire que de ce point fixe, pris comme principe, on puisse déduire tous les principes sans exception. Mais l'évidence de celui-là servira de mesure à l'évidence de tous les autres, qu'ils soient relatifs à la nature extérieure ou bien empruntés à la seule raison. De ce principe, Descartes tire directement la démonstration de l'existence de Dieu, et cette idée suprême, une fois acquise, on ne voit guère quelle autre idée secondaire ne pourrait se rattacher au centre commun qui aura fourni celle-là. Toutefois, Descartes n'a pas poursuivi et n'a pas fait voir ici toute la chaîne des autres vérités qu'il a déduites de ces premières. Et ce qu'il a dit a suffi pour faire une révolution en philosophie d'abord, et ensuite, par la vertu toute puissante du principe qu'il avait proclamé, une révolution jusque dans la société. L'autorité de la raison, le critérium de l'évidence, il n'en fallait pas davantage. C'était là pour toutes les opinions humaines, pour toutes les notions en nombre infini que les sens, l'intelligence et la tradition tout entière peuvent nous fournir, à la fois un tribunal compétent et une sorte de jurisprudence infaillible. Ramener toute vérité sous le regard de l'esprit, l'admettre pour vrai, si après examen suffisant elle se présentait claire et distincte, la rejeter comme fausse si elle restait confuse et obscure, tel était le procédé simple, universel, que Descartes proposait, qu'il avait appliqué lui-même et dont il avait tiré les plus admirables résultats. La philosophie et la science pouvaient également s'en servir avec fruit. Il était accessible à toutes les intelligences. C'est qu'à le bien examiner, c'était la méthode secrète qu'à son insu l'esprit humain avait toujours suivie, même quand il paraissait renoncer à sa pleine indépendance. Descartes n'avait fait que mettre en lumière cette méthode que Dieu impose à l'intelligence humaine, mais en la mettant en lumière, il apprenait par là même à la mieux pratiquer, et l'on sait avec quel enthousiasme calme et résolu tout à la fois la reçurent tous les grands esprits du XVIIe siècle. Cette méthode, quoique moins bien comprise, avait été celle de toute philosophie libre dans l'Antiquité. Elle est celle de la philosophie moderne tout entière depuis Descartes. Et elle est si bien la méthode essentielle de la philosophie, la méthode vraie de l'intelligence, que la philosophie se confond avec elle, et que désormais toute philosophie qui en admettrait une autre cesserait par cela seul d'être une philosophie.